Aimables téléspectateurs, bonjour et bienvenue à cette émission Grande Analyse. Cette émission qui est au cœur de l'actualité, cette émission que vous propose la FM Télévision. Nous parlons de toutes les actualités, mais ces derniers temps, l'actualité reste dominée sur la politique, vu la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Les Congolais se disent touchés du fond de leur cœur parce que nos frères et sœurs qui vivent à l'est de la République démocratique du Congo, ça fait plus de 20 ans qu'ils vivent cette situation de guerre ou cette situation d'une agression qui nous a été imposée par les Occidentaux via le Rwanda et le M23. C'est vraiment chaque jour que nous parlons de cette situation sécuritaire, même si ça ne fera pas l'objet de notre thématique d'aujourd'hui, mais du moins nous devons quand même en parler parce que ça touche la République démocratique du Congo. Mais en ce jour, nous parlerons plus du processus électoral qui va vers sa fin. C'est vrai que nous avons élu le président de la République, les députés nationaux, provinciaux et les conseillers communaux, mais il nous reste à vivre l'élection de gouverneurs et de sénateurs. Donc le cycle électoral est toujours en cours. Nous allons essayer d'évaluer ce processus électoral dès le début jusqu'à là où nous sommes, et en entendant que les élections de sénateurs et de gouverneurs se fassent. Sur ce plateau, j'ai un invité, je pense que c'est pour la deuxième fois que nous allons le recevoir. Il est cadre au sein de l'UDPS Tshisekedi. Il s'appelle M. Joël Moussolo. C'est avec lui que nous allons essayer de débattre autour de la thématique choisie aujourd'hui. Bonjour M. Joël. Bonjour M. Alekanda, c'est M. Joël Moussoso. Moussoso, voilà, Moussoso. Donc je faillis. Avant d'entrer dans le vif de notre sujet, la situation sécuritaire à l'Est. Aujourd'hui, les Congolais se sentent victimes de tous ces complices, la communauté internationale, le pays limitrophe. Tout ce que les Congolais vivent à l'Est, personne n'en parle si ce n'est pas les Congolais eux-mêmes. Que pouvez-vous dire par rapport à cette guerre que nous vivons à l'Est de la République? Et tant que compatriotes, nous avons tous mal, parce que ce qui se passe à l'est du pays, c'est vraiment, moi, de fois, je le dis que c'est inhumain. Nos voisins, particulièrement le Rwanda, nous imposent une guerre sans fondement, à cause de nos richesses que le bon Dieu nous a léguées. Et au début du mandat du président de la République, certains médias disent que non, Fachi avait appelé Kagame frère. C'est parce que on avait choisi la voie diplomatique. Pour ce sont nos voisins éternels. Donc même après 1 million d'années, le Rwanda sera toujours un pays voisin de la RDC. Alors, de la politique de M. le Président Félix Antoine Tshisekedi, c'était d'une bonne collaboration. Voilà pourquoi il avait appelé à ce temps-là le président Kagame frère. Malheureusement, pour ces voyous, moi c'est comme ça que je l'appelle, il n'a pas été sincère aux accords qu'on a signés bilatéral. C'était pour un contrat gagnant-gagnant. Nous avons le minerai, venez exploiter, traitons, vendons ensemble, que chacun gagne sa part. Oh yeah. Malheureusement, à la force de vouloir trop gagner, il n'a pas respecté l'accord. J'ai lu ce matin un des articles sur le média. On nous parle d'un dialogue en gestation. Si ça dépendait que de moi, je ne pense pas que le gouvernement doit encore dialoguer avec le Rwanda parce qu'il ne respecte jamais les accords. Alors, nous félicitons d'abord nos FARDC, parce que c'est notre rôle aussi. Comme jeunes, nous devons féliciter ceux qui sont au front et se battent matin, midi et soir pour défendre notre territoire, toute l'étendue de l'RDC, particulièrement à l'Est. La partie de l'Est. Alors, cette guerre, elle est trop médiatique. Vous, presse, vous avez aussi un rôle à jouer parce que les réseaux sociaux aujourd'hui, il y a une déformation de la bonne information. Comme récemment, j'ai des amis qui sont à l'Est, ils m'ont informé que Saki n'est pas sous-occupé par le M23. Mais certaines pages Facebook et Twitter et consorts
parle d'une occupation de Sake, mais Sake a été libéré par nos FARDC. Donc souvent, ce que je peux demander comme leader d'opinion, demander à nos jeunes compatriotes de ne pas se fier aux informations qui se passent aux réseaux sociaux. Mais vous nous renvoyez la balle, nous de médias. Moi, je vais juste te poser une question. Pour que nous puissions donner la vraie information, nous devons quand même la recevoir. Est-ce que... Mais la guerre, elle est aussi médiatique. C'est ça que je dis. Il y a certaines informations. Pour que nous puissions relayer les informations, nous devons quand même être en possession de ces informations. Si on n'en a pas, comment est-ce que nous allons relayer? Non, mais hier, le ministre Mouyaya était en conférence de presse avec son homologue, Maître Peter Kazadi. Ils en ont parlé. Il y a quand même quelques points. Sauf que la guerre, elle est trop sensible. Il y a des dossiers, il y a des points où on ne peut pas les divulguer à la télé. Mais c'est que je sache, quand même, nos FARDC, même cette nuit, il y a eu de violences atroces. Là, les FARDC ont attaqué ces rebelles de M23. Et selon des informations de ma possession, on a quand même récupéré Sake. Et puis les FARDC continuent à avancer pour traquer ces rebelles. Et je profite de cette occasion pour remercier le président sud-africain. Il nous a envoyé 2900 soldats pour défendre. C'est quand même des gestes qu'on peut accepter et féliciter le président Ramaphosa pour ces gestes généreux. Le week-end dernier et le début de la semaine est resté tendu dans la ville de Kinshasa. La population s'est levée pour aller dire non aux Américains. Ils sont allés à l'ambassade des États-Unis, ils sont allés au siège de la MONUSCO, ils sont allés à l'ambassade de la France, ils ont aussi visité l'hôtel Memling, ils ont même enlevé les drapeaux de l'Union européenne. Est-ce que c'est parce que les Congolais se sentent à bout qu'ils ont réagi de la sorte ou il y a eu manipulation? Parce que, à en croire certaines personnes, ces jeunes ont été manipulés. Ouais, même Excellence Peter Kazadi, il s'est posé la question. Toute marche, il y a quand même des leaders. Mais là, ce qui s'est passé le début de la semaine dernière et le début de cette semaine, c'était spontané. On ne sait pas, ces jeunes viennent d'où. Quel est l'auteur de ces marches? Personne, il n'y a pas une personne morale qui a demandé pour l'action de sortir. Alors, ces revendications doivent être centrées. Nous sommes jeunes. Moi-même aussi, ce sont nos frères qui sont à l'Est. Comme il y a un adage qui dit, lorsqu'il y a une partie du corps a mal, c'est tout le corps entier. Même si mon petit orteil au pied gauche a mal, c'est pratiquement tout mon corps qui aura mal. Alors, ce qui fait que ces gens-là, ils ont le droit de revendiquer, mais leurs revendications doivent être cadrées. C'est pas en faisant de... Nos partenaires, là, les États-Unis, moi je ne défends pas les Américains ici, mais quand même ce sont nos partenaires, ils ont condamné le Rwanda. Depuis que cette guerre elle existe, jamais aux Nations Unies on a parlé on a indexé le Rwanda. On parlait seulement que les gens disaient les voisins de la RDC. Mais actuellement, on indexe, on cite le nom du Rwanda. Alors moi je vais répondre à cette question en deux volets. Premier volet, c'est pas important pour le moment. Restons concentrés restons vraiment concentrés à ce que font nos voyants militaires à l'Est. Donnons-leur de bonnes choses. Prions même à la maison, parce que la guerre aussi est un peu spirituelle. Prions pour nos voyants militaires qui sont à l'Est. De l'autre part, c'est bien, nous devons tous vraiment être prêts pour revendiquer. Parce qu'on en a marre. Parce que c'est bien de 20 ans. Il semblerait, là c'est conditionnel, que non, la communauté internationale soutient le Rwanda, mais personne a des preuves que ce soutien est réel. Alors, pour ne pas tomber aux spéculations, faisons confiance à nos autorités, faisons confiance à nos FARDC et prions. J'espère que cette barbarie va finir. Voilà, je pense que c'était là le point de vue de M. Joël Moussoso, qui a essayé de mettre un point de vue par rapport à la guerre de l'Est. Ce n'était pas la thématique choisie, mais du moins, nous restons congolais, il fallait quand même en parler, parce que faire toute une émission sans parler de la situation sécuritaire, je pense que c'est quand même injuste. Mais parlons de l'évaluation du processus électoral. Avant d'entrer dans le fond, vous-même, vous avez vécu ces élections, vous étiez candidat. S'il faut juger ces processus, comment la jugez-vous? Wow, très bonne question. Votre question est complexe.
J'étais candidat, j'ai beaucoup appris. J'étais candidat conseiller municipal de la commune de Selimbao. Je dirais que je suis un élu, pas non proclamé par la CENI. Élu, mais pas proclamé par la CENI. Il y a eu d'abord ces problèmes. Je pense que non, au processus à venir, il faut vraiment que soit les pouvoirs législatifs et la CENI qui est un organe indépendant, ils doivent d'abord sensibiliser les candidats par rapport aux lois, aux différentes lois, peut-être, vous savez. Surtout la logique des seuils. Caution, ça fait pleurer. Moi, je sais que j'étais candidat, mais je ne maîtrise pas ces choses. Donc, les plus forts restent, caution, tout ça, on ne maîtrisait pas. Comme mon cas, par exemple, la CENI, à ce que je sache, quand je suis allé comme candidat, je savais qu'il n'y aura pas le calcul de seuil au niveau municipal. Mais c'est après que j'ai appris qu'il y avait un problème. On devait aussi associer le problème de seuil au niveau municipal. Il y a eu, dans ma circonscription, dans la commune de Selimbao, il n'y avait aucun parti politique qui avait atteint le seuil. Voilà pourquoi sur le 11 sièges, la CENI a octroyé un siège à chaque parti. Donc, peu importe le nombre de voix que je pouvais avoir, j'ai vu un conseiller municipal être élu avec 300 quelques voix. Or, moi, les 300 quelques voix, j'en avais que dans mon quartier natal. J'avais plus de 300 voix là. Un seul quartier de la commune de Selimbao m'a donné le voix qu'un conseiller municipal a pu obtenir. Voilà, ce sont des choses à l'avenir que nos députés nationaux qui sont à l'Assemblée doivent débattre. Parce que ça fait quand même mal. Moi, j'ai 700 voix. Mais je vois des gens être élus avec 300, 400, 500 voix. On l'a sportivement, nous l'acceptons, mais ce sont des choses qui doivent rectifier pour que prochainement, que le candidat aille aux élections avec toutes les lois précises. Comme ça va nous aider aussi à mieux. C'est vrai qu'il y a eu des lois, mais il n'y avait pas de vulgarisation. Et aujourd'hui, ça amène plus à beaucoup de contentieux. Voilà, il y a plus de 17 000 dossiers à la Cour constitutionnelle. Ça n'a jamais existé parce que les candidats n'ont pas été informés. Mis au parfum de la quintessence de la loi. Alors moi, comme j'aime beaucoup la personne Nelson Mandela, il y a une phrase qu'il a dite. Il ne perd jamais, soit il gagne, soit il apprend. Moi, je n'ai pas perdu. J'ai beaucoup appris dans ces élections et je sais qu'en 2028, en tout cas, dans la commune de Selimbao, où je serai élu, qu'il peut que neige. Vous avez beaucoup appris. Nous vous souhaitons bonne chance. C'est vrai que deux fois c'est dur parce qu'on perd en termes d'argent. Moi, j'ai pas perdu. Moi, j'ai appris. En termes de non. C'est vrai que vous avez appris, mais humainement parlant, on perd en termes de temps, en termes d'énergie. En termes d'argent aussi, financièrement. Oui, on perd. On s'était dit, bon, je fais ça pour obtenir quelque chose, mais bon, Dieu seul sait aussi pourquoi il n'a pas permis. Mais je suis heureux quand même, mon père politique a été élu député national. Honorable Adolphe Amis Mankutano, je suis son fils politique. C'est grâce, moi-même aussi, j'ai été dans son équipe de campagne. On a pu obtenir un 16 sur 900 quelques candidats à la FUNA. À la FUNA, oui, c'était pas facile. Et la CENI, il est 3e selon la CENI. Ce qui est encore faux, je m'assume. Adolphe Amis Mankutano, c'est vraiment lui qui était le maire élu à la FUNA. Mais la CENI lui a donné 7300 voix. Je l'ai dit avant-hier dans une émission politique également, que le voix qu'on a donné à Honorable Adolphe Amis, je ne le crois pas. Mais du moins, il est élu. Il est élu. Bon, ce processus nous amène à beaucoup de choses. À gauche, il y a les contestations. À droite, on a déjà la nomination de l'informateur qui est en train d'essayer de peaufiner des stratégies pour connaître la vraie majorité au sein de l'Assemblée nationale, bien qu'après que la publication de la CENI, en tant qu'analyste, journaliste, nous avons déjà su que le président de la République a la majorité acquise pour sa cause. Mais il faudra essayer de le connaître sur le plan, je dirais, administratif, avoir tout ce qu'on peut avoir tout autour. Aujourd'hui, c'est le secrétaire général du parti UDPS qui est nommé informateur. Déjà au sein de l'Union sacrée, ça brûle. Certains ont créé le pacte pour un Congo retrouvé. De l'autre côté, il y a la dynamique qui naît. Il y a 3 ténors de l'Union sacrée qui restent isolés, à savoir Bemba, Bahati Mbosso. Mais entre Bahati Mbosso, ça tire.
Pourquoi le choix d'Augustin Kabouya? C'est vrai que vous allez me dire que c'est le pouvoir discrétionnaire du chef, mais l'Union sacrée a quand même beaucoup de cadres. Mais pourquoi le choix d'Augustin Kabouya? D'abord, je félicite notre secrétaire général pour sa nomination. Mes très sincères félicitations au notre secrétaire général, c'est Augustin Kabouya, parce qu'il a été nommé informateur. Alors, pourquoi? Parce que, dans le contenu, parce que moi j'ai lu la lettre signée par le DIRCAP du chef de l'État, on a épinglé une phrase que j'ai aimée. On a nommé Augustin Kabouya comme informateur parce que son parti est premier. Nous savons, l'Union sacrée, déjà, sur le plan formel, l'Union sacrée est déjà majoritaire. Mais seulement, on veut, l'UDPS est un parti qui prend l'état de droit. L'état de droit, c'est aussi le respect du texte. Alors, comme il n'y a eu aucun parti politique qui a eu plus de voix, il n'y a eu également aucun regroupement politique qui a obtenu une majorité absolue, sont des 251 partis, d'où il fallait recourir à un informateur pour identifier et consulter certains partis, certains regroupements et certaines personnalités politiques aussi, pour identifier la vraie majorité. Et le président de la République a porté son choix à la personne d'Augustin Kabouya, puisque son parti politique a 73 députés. C'est la première force politique actuellement en RDC, c'est l'UDPS Tshisekedi de mon parti. Et voilà pourquoi le président de la République a porté son choix à la personne d'Augustin Kabouya. Moi, je dirais même qu'il aura une tâche facile, parce que avant qu'il soit nommé informateur, je dirais qu'il a déjà joué carrément ses rôles. Puisque lorsque vous avez épinglé le PCR de Vital Kamerhe, il savait, moi j'ai suivi Augustin Kabouya sur Top Congo, il n'avait pas, bonne chance à eux. Honorable Vital Kamerhe, ensemble avec honorable Jean-Lucien Mboussa et Julien Paloukou et M. Kankou. Alors, Tony Kankou plutôt. Oui. Ils sont réunis pour soutenir le chef de l'État. Ils ne sont pas allés à l'opposition. Ils sont de la vision du chef. C'est à eux de travailler. Mais récemment, avant que le CG soit, notre secrétaire général soit nommé informateur, il avait reçu le secrétaire général de l'UNT, M. Béli Kambale. C'était à huis clos, rien à filtrer. Mais quand même, voilà pourquoi je dis, il a déjà joué le rôle d'informateur, puisque il était avec Béli Kambale. Béli Kambale, c'est la personne qui gère au quotidien l'UNT. Il a été avec le président Mbosso. Il a été avec le président Bahati. Il a été avec l'excellence, le ministre, le VPM, Jean-Pierre Bemba. Vous voyez, déjà, c'est-à-dire qu'il avait déjà consulté. Le mandat d'un informateur, selon la Constitution, à son article 78, il est de 30 jours renouvelable une fois. Mais connaissant Augustin Kabouya, le mandat de chef, je ne pense même pas qu'on va renouveler, parce qu'il a déjà consulté avant qu'il soit nommé. Mais en regardant cette nomination, il y a une idée il y a une question qui me venait toujours en tête. Je m'étais dit, la question sera posée le jour où j'aurai un cadre de l'UDPS. Je suis là. Le secrétaire général de l'UDPS, chaud, l'homme du tic au tac, mais aujourd'hui on le sent un peu plus modéré. Est-ce les fonctions qu'il occupe, ou la fonction qu'il occupe aujourd'hui, ou c'est une recommandation du chef, parce que Batunio Sobano, na loba mpona la lingala, Kabouya informateur, mutazara soko lobby a zongisi. Mais mutalobi non, te soko lobby ka sikona za informateur zongisa. Ah zongisa, donc mutalobi non te. Na lobby ta. Donc je pense que j'ai déjà eu ma réponse. J'ai compris votre question. En fait, les gens s'inquiètent. Il est tellement direct, tic au tac. Or, en cette période, c'est une période de fédérer les forces. En fait, c'est ça l'inquiétude des gens. Et moi, je me suis posé la question, est-ce que c'est parce qu'il savait qu'il devait assumer des fonctions qu'il est devenu plus modéré? Parce que à la sortie du PCR, la manière dont il a répondu, CGT. Non, en fait, les gens ne comprennent pas Augustin Kabouya. Il répond que lorsqu'on attaque son régime, lorsqu'on attaque le président de la République, lorsqu'on attaque son parti, UDPS, tu sais qu'il ne peut que répondre, coup sur coup. Mais la question sur le PCR, vous voulez qu'il dise quoi? Vous voulez que les gens s'attendaient qu'il attaque le nom Vital Kamerhe? Non, c'est un partenaire. Et le CG l'a bien dit. On aurait dû les attaquer s'ils allaient peut-être faire l'opposition, peut-être. Mais leur structure était juste là pour soutenir les chefs de l'État. Et le chef de l'État, il est le nôtre.
Il n'y a pas à s'inquiéter là-dessus. Mais je vous dis, s'il y a un politicien qui s'hazarde ici de l'ensemble ou de la Mouka, ose attaquer le PES actuellement, vous verrez Augustin Kabouya, il va répondre comme ça a toujours été le cas. Mais aujourd'hui aussi, une certaine opinion vous accuse. Parmi des PES, une logique, il y a bord. T'es bon à Bissota? Non, d'abord, bon à Bissota. C'est-à-dire le pouvoir na bango. Bon, c'est la logique parce que l'union sacrée a quand même la cadre belé. Pourquoi ça? À quoi mon conduit pas quoi ça à moi consensus? Non, na contenu à lettre. Où il a signé par dire que épinglé pour me très nécessaire. On a nommé Augustin Kabouya, c'est pas parce qu'il est de l'UDPS ou quoi que ce soit. Il a été nommé parce que son parti est actuellement, c'est la première force. Il fallait que ça soit. Dans l'UDPS, il n'y a pas d'autre cadre. Non, mais c'est la personne qui gère au quotidien l'UDPS, c'est le secrétaire général. Ça peut être lui. Mais aujourd'hui, on vous accuse aussi trop l'union sacrée. Je ne parle pas de l'UDPS, l'union sacrée. Tout le monde est dans la logique du positionnement. Celui-ci accuse l'autre, celui-là. Nous sommes en démocratie. Le démon chez l'autre, il veut s'accaparer. Il est en train de corrompre mes députés parce qu'il pense qu'il doit encore avoir les perchoirs. Là, c'est des Kambahati qui accusent Mbosso. Et Mbosso qui est dans ses gardes parce qu'il voit il y a un fils Bahati aussi qui peut le mettre le bâton dans le roue. Est-ce que toutes ces guéguerres-là autour du chef arrangent les chefs? Votre préoccupation. Et voilà pourquoi je félicite encore pour la énième fois notre secrétaire général Augustin Kabouya. Parce qu'il avait joué le rôle de Saint-Paul-Pompier par rapport à ces querelles internes de l'Union sacrée. Ça ne peut pas déranger, nous sommes en démocratie. La politique, lorsque on gagne le pouvoir, on cherche aussi à se positionner. C'est pas un péché lorsqu'un leader politique cherche à peut-être avoir un poste. Il n'y a pas de mal là-dessus, mais seulement le secrétaire général avait approché ces deux leaders et on n'en parle plus. Voilà pourquoi le président de la République ne pouvait que nommer Augustin Kabouya, parce que c'est la personne qui incarne l'unité actuellement dans la classe politique. Le positionnement, oui, mais que bénéficie la population dans la recherche de ce positionnement? Non, mais M. Alain, comptez sur nous, ce mandat, le président de la République va laisser ses empreintes. Parce que vous savez que vous avez une lourde responsabilité. Si, c'est 33%. Je ne parle pas encore de l'union sacrée, je parle de l'UDPS. Vous avez une très lourde responsabilité lors de ce quinquennat. Les Congolais vont chercher à vivre aisément parce que c'était le mot d'ordre du fait Etienne Tshisekedi. Le peuple d'abord. Et dans le peuple d'abord, il y a tout. Alors, si ces personnes qui doivent accompagner le chef pour réussir son mandat se disputent en interne parce que X ou Y veut avoir un bon positionnement, quel serait le sort de ce peuple qui a donné... Parce que pourquoi ça doit déranger? Non, ça ne dérange pas, mais c'est... Moi, je réfléchis... Vous analysez, au fait. Je réfléchis à haute voix. Okay. Parce que la personne qui a défendu le premier mandat, c'était le chef. Oui. Nous l'avons vu marcher sous la boue, sous la pluie. Ils étaient là en tant que des accompagnateurs. Nous sommes après ces 5 ans, c'est le chef que nous allons juger. Et comme certains, ceux qui accompagnent le chef, qui n'ont pas encore brigué la magistrature suprême, pourront même en 2028 faire valoir leurs ambitions. Et les critiques vont suivre. Ça suivra Félix Tshisekedi. Et qui risquera même de ternir l'image du père si ces 5 ans, les Congolais ne retrouvaient pas ce qu'ils sont en train de chercher. C'est pourquoi je demande, je pose une question. Ces guerres en interne, à quoi ça fait bénéficier la population? Bonne question. Mais le président de la République est conscient, soit son parti, l'UDPS, est conscient parce que c'est pour la première fois qu'un président soit élu avec 73%. Donc nous avons une lourde responsabilité de bien gérer cette fois-ci parce qu'on n'a plus d'excuses à présenter auprès de la population. Alors, moi, je crois à la volonté avec les 6 axes prioritaires que le président de la République a épinglés lors de son discours d'investiture. Ce mandat, moi, je crois fermement que
le président de la République fera des bonnes choses. Parce que nous le disons, même notre premier mandat, il n'a pas été négatif. Moi, je ne cesse de dire que le bilan du chef de l'État pour son premier mandat a été, c'était un bilan positif parce que nous avons vu la gratuité de l'enseignement primaire, ce qui n'a pas été respecté durant les 18 ans de Kabila. Quand même, nous l'avions appliqué. La gratuité de la maternité, nous avons eu plusieurs routes construites par réhabilité. Nous avons eu plus de 900 écoles construites par réhabilité sous notre mandat. Nous avons eu plusieurs avancées, même par rapport à la situation sécuritaire. Nous savons, c'est grâce à notre régime que la communauté internationale a levé l'embargo. Actuellement, le régime d'information avant d'acheter les armes, toutes les conditions là a été levé. C'est grâce à la diplomatie agissante du président de la République. C'est-à-dire que notre premier mandat déjà ça s'est bien passé, bien qu'il y avait des erreurs que le président de la République lui-même a reconnu. Et j'ai émis cette phrase, il a reconnu et il nous a promis qu'il va corriger les erreurs. Alors, cette fois-ci, nous espérons que parmi les erreurs commises, il y a aussi ce problème de casting. Ouais, c'est pas tout le monde. Heureusement que vous avez anticipé ma question parce que c'est là où je voulais en venir. Oui, je pense que parmi les erreurs, je n'entre pas dans les pensées du chef. Je pense qu'il y a aussi un problème de casting. Alors, cette fois-ci, il y a des jeunes promoteurs comme les honorables Adolphe Amissi, il y a les honorables Junior Lucas. Ce sont des jeunes capables de travailler pour l'émergence de notre pays. Lors de son investiture, le chef a dit qu'il a la main tendue vers l'opposition. Aujourd'hui, nous sentons juste un parti de l'opposition qui reste hostile. Parce que ni les CID, ni le nouvel élan, on n'a plus d'écho de messages hostiles au régime. C'est ce qui s'est dit déjà dans la cité, bon, on côtoie la population. Est-ce qu'il y a déjà un rapprochement où cette main tendue vers l'opposition a facilité les choses pour que ses frères avec qui il a lutté en 2016-2017 pour faire partir Kabila, de venir le rejoindre lors de son second mandat? Ben, ils sont libres. Ce sont des Congolais. Au moins, s'il y a des étrangers là-dessus, ils ne vont pas travailler. Mais peut-être que Adolphe Mouzit, le président de Nouvel Élan, est député national. Il maîtrise. Peut-être que si on le propose, on le nomme peut-être ministre du budget, moi je vais acclamer. Parce que c'est un Congolais de père et de mère, peut-être. Mais il y a certains noms. En tout cas, je ne pense même pas que notre main tendue sera la bienvenue. De l'autre côté, comme je cite ici l'ensemble de la République, j'ai suivi récemment un de leurs porte-parole, mon aîné Francis Kalombo. En tout cas, j'ai eu mal par rapport aux propos qu'il a tenus. La page, ces gens-là n'étaient pas prêts. Même la dernière fois que vous m'avez reçu, je vous disais qu'il y aura élection. Au moment où ils passaient dans la télé, non, le président Kadima va reporter les élections, ils ont un problème technique. Nous, on croyait à l'organisation des élections, au délai constitutionnel. Au moment où l'UDPS, particulièrement la jeune de l'UDPS, s'est préparée sur le terrain, comment on va désigner les candidats, comment on va battre campagne pour le chef de l'État, comment on va dépendre de... Eux, ils étaient là pour critiquer seulement, ils n'étaient pas prêts. Arrivé le même jour des élections, mon élection en plein Isali, ils ont fait des choses à la va-vite. Voilà pourquoi le peuple congolais les a sanctionnés. Ils ont eu, je pense, 27% l'opposition pour essayer de se distribuer certaines voix. Oui. Mais nous, on a obtenu 73%. C'est aussi le peuple congolais aujourd'hui. Je félicite ce peuple congolais. Parce que au fur et à mesure, il y a des élections, le peuple devient de plus en plus mature plutôt. Alors, ils ont compris que ces gens-là n'avaient pas de discours, ces gens-là n'avaient pas des programmes concrets, ces gens-là n'étaient pas prêts aux élections. Ils ont cru au chef de l'État, ils ont cru à la personne de Félix Antoine Tshisekedi, et ils ont donné au chef de l'État leur suffrage. Il a été élu avec 73%. Et je demande à ces peuples de faire confiance à ces régimes, de faire confiance au président de la République. Je ne pense pas qu'il va les décevoir. Nous croyons tous parce que le président Félix, en le voyant de loin, c'est un monsieur qui respecte sa parole. Il a tendu sa main à ses amis de l'opposition. S'ils veulent travailler avec le président de la République, nos portes sont grandement ouvertes. Ils viennent, on va travailler pour l'émergence du pays. Vous avez évoqué les 6 axes du chef. Dans les 6 axes du chef, je retenais
la création d'emplois, il a parlé de la stabilisation des ménages avec les taux d'échange. C'est vrai que pour que tout se réalise, ça commence par un projet. Il a quand même reconnu que les erreurs du passé ne vont pas se répéter. À ce jour, à la lire où vont les choses, c'est vrai que les taux de change aujourd'hui, c'est à 26,5, dans d'autres coins, c'est à 27. Mais ça semble un peu être maîtrisé. Mais du moins, c'est quand même très élevé. Quelles peuvent être les stratégies à mettre en place? C'est vrai que le chef de l'État a reconnu que nous n'exportons rien, nous ne faisons qu'importer. Mais sur le plan interne, qu'est-ce que le président de la République peut faire ou peut mettre en place avec les nouveaux gouvernements qui viendra pour essayer de revoir cette inflation, être revue à la baisse? Parce que vu que le dollar reste là où il est, la vie chère ne va pas baisser, elle continuera, on continuera à vivre cher. Or, quand on vit cher, c'est par là que les gens disent que le social ne va pas, le panier de la ménagère. Et avec le salaire que nous avons, des fois, on n'arrive pas à nouer les deux bouts de mois. Quelles peuvent être les stratégies à mettre en place pour que nous puissions voir les taux de dollars être revus à la baisse? D'abord, la volonté politique. Si nos politiciens ont la volonté politique, d'abord, ont le souci de... Parce que ça fait mal. Nous qui passons à la télé, au quartier, même si on invente, notre bilan a été positif, tout ça, mais la maman qui est au fin fond à Selimba, ou là, qui vend les pains peut-être au coin, ne va rien comprendre. Peu importe nos discours macroéconomiques, les taux d'inflation, tout, elle veut que son assiette, là, puisse retrouver quand même qui est baisse de prix de denrées. Oui. Alors, ce qu'il doit faire, je pense que d'abord, créer d'abord les emplois. Ensuite, vous imaginez que dans notre pays, il n'y a aucune banque congolaise. Toutes les banques, je ne peux pas citer pour faire la publicité, ce sont des banques étrangères. Comment on peut stabiliser notre taux de change au moment où il n'y a aucune banque congolaise au sein du pays? Un autre élément, nous avons un pays si arable comme la RDC. C'est-à-dire que le gouvernement congolais, là je condamnerai toujours le régime passé, le régime de Kabila. Avec Bukangalonzo qui n'a pas... Ce sont des millions. Si peut-être le Bukangalonzo avait réussi, on pouvait peut-être exporter certains produits, même en Afrique du Sud, tout ça. Mais ils ont transformé le champ à une université. C'est catastrophique. Le gouvernement congolais n'avait même pas 1 mètre carré de champ. Comment voulez-vous stabiliser le taux de change tant que notre pays n'exporte rien? Tout vient de l'extérieur. Or, même nos alimentations, nos boutiques, tout, quand on parle de la dédollarisation, l'État congolais nous demande qu'on fixe les prix en francs congolais. Mais il y a certaines boutiques, je ne peux pas citer encore pour faire la publicité, les chemises ont combien? 15 $, 20 $. Et ils vous obligent à payer ces produits en monnaie étrangère. Mais c'est à l'État de faire le suivi. C'est ça que j'allais dire. Oh, il y a des inspecteurs à le ministère de l'économie. Que font-ils? Il y a des inspecteurs là, lorsqu'ils descendent sur le terrain, moyennant à 100 000 francs, ils tournent, ils font un autre rapport. Voilà pourquoi j'ai épinglé les problèmes du casting. Et le chef de l'État, cette fois-ci, d'abord, je parlais de la volonté politique. Je pense, et le connaissant, il a la volonté politique de faire quelque chose. Deuxième chose, c'est d'abord un problème de casting. Lorsque on vous donne une responsabilité, certes, il faut satisfaire, comme nous à l'UDPS, lorsque vous êtes nommé, il faut satisfaire certains combattants, mais il faut aussi qu'on passe à la méritocratie. Tu es expert, soit tu as la maîtrise de tel domaine qu'on te donne, mais tu vois, tu retrouves un électricien, par exemple, au ministère du budget, responsable d'un service. Ouais, il ne maîtrise rien sur l'économie, mais il se retrouve là, peut-être un électronicien, tout ça. Alors, la méritocratie, et je pense qu'avec d'abord la volonté politique, là, c'est sur les plans
irrationnel. Mais sur la rationalité, je pense, pour stabiliser les taux de chance, le mal est très profond. D'abord, nous devons d'abord donner de la valeur à notre monnaie, qui est le franc congolais. D'abord, que cette mesure de la dédollarisation soit vraiment de mise en application. Ensuite, essayer aussi lorsqu'on parle de la création de l'emploi, il faut peut-être chercher des petits montants pour donner aux jeunes, à créer des jeunes entrepreneurs. Voilà, et peut-être que plus centré peut-être sur l'agriculture. Lorsqu'on commencera à exporter nos produits, l'Angola ici à côté, ils n'ont pas de fruits, les oranges ne poussent pas là-bas, mais comment ils ont des usines de fabrication de jus là-bas. S'il y a vraiment une bonne plantation d'oranges, on va les vendre en Angola. Parlant de ça, je me rappelle d'une scène que je vécu il y a 3 ou 4 un mois. Je venais au boulot vers Gambela. Je vis des véhicules qui venaient livrer des ananas. Alors, il y a certains qui tombaient, les gens marchaient dessus. Je me suis dit, mais si on avait quand même une usine de transformation, on aurait dû transformer ces ananas. Quand il y a carence, les gens pouvaient boire du jus naturel. Mais nous ne sommes pas dans ça et curieusement, les hommes riches congolais sont plus dans l'immobilier que dans autre chose. Parlons de cette création d'emplois, parlons de ce problème de casting. Déjà, on est en train de voir, parce qu'il y a l'informateur qui est là, donc on est en train de concocter sur le gouvernement à venir. Quel profil pour le Premier ministre? Wow. Quel profil pour le Premier ministre? Parce que le chef a une vision qui doit se matérialiser. Mais il ne sera pas au four et au moulin parce qu'il a d'autres occupations, bien que ce soit les occupations de la République. Mais il y a quelqu'un qui suit le fonctionnement de la République au quotidien, c'est-à-dire qui gère le Premier ministre. Quel profil pour le Premier ministre? Augustin Kaboya peut faire l'affaire. Si ça dépendait que de Joël Mousseau que je suis, je vais demander au chef de l'État qu'il nomme notre secrétaire général Premier ministre, parce qu'il a aussi les compétences. Il a aussi des compétences. Okay. Et le format du gouvernement, est-ce que nous devons toujours avoir un gouvernement pléthore, 56 ministres? Mais lorsqu'on parle de... c'est encore le terme... le budget des institutions, il y a revoir à la baisse. Revoir à la baisse, voilà, le budget. Alors, lorsqu'on a... Le train de vie, voilà, c'est ça. Le mot m'a échappé. Lorsqu'on a un gouvernement de 70 membres, parce que chaque gouvernement, chaque ministre a un droit à une 50aine de membres de cabinet. Oui. Il a un fonds de fonctionnement. Ces membres de cabinet doivent être payés par l'État. Il a un charroi automobile. Il a un charroi automobile, tout ça. Alors, on peut revoir déjà le nombre de membres du gouvernement, au lieu de que ce soit comme ça. Actuellement, nous sommes à 63. Oui. On peut même aller à 50%, même avec 33 ministres, 25 ministres et 8 vice-ministres. Oui. C'est aussi possible. Ça, c'est ma proposition, comme un leader d'opinion. C'est votre proposition et ça n'engage que vous. Ça n'engage que moi. Comme ça n'engage pas le parti. Mais nous avançons petit à petit vers la fin. C'est vrai que les 45 minutes coulent comme de l'eau. Wow. Mais si vous devez regarder les Congolais en face et leur parler de la République, sur tout ce que nous traversons et sur ce que nous voulons devenir demain, vous leur dites quoi? Je dirais aux Congolais de faire confiance au président de la République et de faire confiance à son parti politique qui est l'UDPS Tshisekedi. Et tout ce qui se passe, ça fait mal. Surtout ce qu'on a épinglé comme premier sujet au début. La guerre à l'Est, une guerre qu'on ne mérite pas, mais on nous a imposé par nos voisins, par le Rwanda précisément, à cause de nos minerais. Or, l'économie congolaise est basée sur la vente de minerais. Lorsqu'on ne vend plus bien le minerai, on peut rien espérer plus tard. Alors, nous devons être sereins, restons focus, faisons confiance au président de la République, parce qu'il n'y a pas encore un gouvernement. Lorsqu'il va nommer
le gouvernement, nous devons le prochain gouvernement, nous devons d'abord leur faire confiance. Ensuite, je vais m'adresser au chef de l'État. Il a une lourde pression, président de la République, avec tout le respect que je vous dois. Le peuple congolais vous a donné 73% de vote. C'est énorme. Vous savez, lorsqu'une personne part, il était numéro 20, le 20 décembre, devant sa machine à voter, il y avait, je pense, 26 candidats. Oui. Il a fait son choix au président de la République. Donc, c'est-à-dire qu'il a l'autre responsabilité de satisfaire cette population qui lui a fait confiance. Alors, nous devons, nous aussi, acteurs politiques, accompagner le chef de l'État à réaliser ces axes prioritaires. Donc, en un mot, je pense, pour ne pas aller vite en besoin, pour ouvrir plusieurs postes à la fois, je pense que d'abord, c'est d'abord question de confiance au président de la République de faire un bon choix plus tard. Et moi, je le propose Augustin Kabouya comme Premier ministre. Parce que ça va de votre intérêt. Non, parce qu'on dit que l'IDPS veut s'accaparer de tout. Vous avez calculé, il y a reçoit. C'est la première force. Perchoir, il y a l'Assemblée nationale. Vous voulez avoir la primature. En fait, je ne fais que vous ramener ce que nous entendons à la cité. Qu'est dit la Constitution par rapport à la nomination du Premier ministre? Il faut m'y répondre. Bien que c'est pas moi, c'est moi qui pose des questions. Okay. Le Premier ministre est issu de l'Assemblée nationale. Comme nous, la première force actuellement, c'est l'UDPS. Nous avons 73 députés. Mais on peut aussi trouver un autre cadre. Ça doit se mettre le secrétaire. Non, comme c'est celui notre, c'est le premier d'entre nous. Donc, il ne peut que nous pouvons que le présenter comme notre candidat Premier ministre. Bon, on vous le concède, c'est votre choix. Mais à la population congolaise, vous dites quoi? De nous faire confiance, de faire confiance de l'État, simplement ça. Simplement ça. Je pense et ne pas se fier à ces informations mensongères qui se passent aux réseaux sociaux. Parce que actuellement, par exemple, ça qui n'est pas sous occupation de M23, nos FRDC ont récupéré certaines localités qu'occupait M23. Mais lorsque tu rentres sur Facebook, tu vas sur Twitter, les gens rencontrent des mensonges et si le peuple aussi croit à cela, vous ne voyez pas que ça ne fera pas une bonne chose. On ne fera pas une bonne affaire. D'abord, qu'ils doivent se fier. Vraiment ne pas faire confiance à tout ce qui se rencontre là, à l'est, que non, telle ville a été occupée, les M23 avancent, tout ça, Goma va tomber. Je rassure à nos amis de Goma, le VPM Jean-Pierre Bemba nous a rassuré que Goma ne tombera pas. Et nous devons croire à ces propos et ne pas croire à ce que les gens rencontrent aux réseaux sociaux. Voilà, merci beaucoup. Goma ne tombera pas, c'est ce qu'a fait savoir le VPM en charge de la défense, M. Jean-Pierre Bemba. C'est sur ce mot que nous allons... Conclure quand même. Oui, concluez alors. Je voulais vraiment remercier... Concluez, comme ça moi je vais terminer. Mes électeurs de Selembao. En tout cas, c'est ma deuxième sortie après les élections. En tout cas, j'ai tenu à le remercier, de vive voix, de les remercier au travers de cette occasion. Okay. Merci pour les voix que vous m'aviez votées. Ce qui est sûr, je suis un élu, mais pas proclamé par la CENI à cause... On ne va pas rentrer dans cette polémique, ça fait couler encre et salive. Merci à mes différentes bases, Pouloumba, Mboulo, Boudi, Cité Verte, c'est mon quartier natal. Merci à l'ESB, les amis de Joël Msoso. Merci à mon équipe de campagne. Merci à mon père politique, honorable Adolphe Amissi, parce que il a tout fait comme un père vis-à-vis de son enfant. Il a pris en charge ma pré-campagne. Il n'y a aucun candidat conseiller municipal qui a fait une pré-campagne comme moi. Il a pris en charge ma campagne. Il s'est battu aussi pour ma victoire. Malheureusement, les choses ont tourné pas tel que nous avons espéré. Je préfère de cette occasion pour le féliciter, mais honorable Adolphe Amissi Nakutano pour son élection comme député national. Il a la jeunesse de l'UDPS compte sur sa personne et les électeurs de la FONA aussi comptent sur lui. Voilà, merci beaucoup. Je pense que c'est notre dernier mot. Merci. C'est quand la prochaine invitation? Oui, on finira par faire un programme parce que chaque semaine, il y a une actualité qui
qui vient et qu'il faudra qu'on essaye toujours de développer parce que vos réflexions permettent aussi aux dirigeants, c'est vrai qu'ils ne viendront pas nous dire que les conditions n'ont pas tel, pas Kingandi, mais du moins, quand ils nous suivent, ils ont des conseillers. Les petites réflexions que nous faisons sur ces plateaux de télévision permettent aussi aux dirigeants de faire des choses pour l'avancement du pays ou s'il y a des informations que nous donnons qu'ils ne possèdent pas, ça leur permet aussi d'entrer dans le parfum de ce qui se passe en République démocratique du Congo. Je pense que la prochaine invitation, vous le saurez d'un moment à l'autre. Il y a tant de sujets que nous devons développer, surtout avec la validation des mandats des députés, Mbosso qui donne le moratoire. Ce sont des histoires que nous devons aussi essayer de développer. Mais on va essayer de planifier, surtout par rapport à votre calendrier, parce que vous avez un agenda aussi qu'il faut respecter. Okay. Nous sommes disponibles. Merci à l'équipe technique qui nous a tenu compagnie. Je vois Junior Santos, il y a Samuel Ilunga à la régie finale, il y a Galor Mouya que nous appelons copinement Coco Mouya et puis Don Benjamin Makolo. On se retrouve demain avec d'autres invités pour un nouveau numéro. Au revoir.